La communauté de San Edigio est reconnue depuis des décennies pour son engagement courageux en faveur de la paix, du dialogue et de la protection des plus vulnérables dans la région des Grands Lacs, en particulier au Kivu. Le témoignage de Floribert Bwanachui, membre de votre communauté martyr de la justice et de la lutte contre la corruption, rappelle combien la fidélité à l'Évangile peut coûter la vie dans cette région meurtrie. Dans ce contexte, et en complément de la question de mon collègue, je voudrais vous poser une question difficile, mais essentielle. Face à la présence durable des FDLR au Kivu, groupe issu du génocide de 1994, dont certains dirigeants continuent de parler ouvertement de finir le travail, San Edigio considère-t-elle qu'il existe aujourd'hui un risque réel de résurgence d'un génocide contre les Tutsis au Rwanda? Et comment votre communauté pense-t-elle pouvoir contribuer concrètement à prévenir une telle catastrophe, au-delà du dialogue, lorsque des idéologies génocidaires restent actives? Merci. Alors, RDC, bon, j'ai parlé, vous l'avez cité, de Floribert Bwanachui. Je constate que, au moins notre analyse, c'est que ce qui se passe au Kivu, aux deux Kivu et en Ituri aussi, c'est un système de guerre qui a commencé en 1996 et qui n'a pas terminé son cours et qui doit beaucoup à la gestion du pays de la période précédente, celle de Mobutu, qui a donné et retiré la citoyenneté plusieurs fois au gré de la situation interne. Et ça a créé une sorte d'incertitude totale. Nous avons travaillé sur le FDLR. Je ne pense pas qu'il soit en mesure, même si le discours, comme vous l'avez dit, soit en mesure de provoquer un nouveau génocide en ce moment, mais c'est vrai que la haine existe dans beaucoup de populations qui se disent originaires de la région et qui ont leurs représentants armés dans la région, mais la réalité est celle de la fragmentation totale. Alors, si nous voulons penser à quel est le monde de demain si on laisse les choses aller comme elles sont en train d'aller, c'est le Kivu, c'est-à-dire 200 milices, plus ou moins, 200 milices. Un ambassadeur italien est mort, tué par une milice il y a quelques années, sur la route vers Goma, tué par, on ne sait même pas par qui, mais c'est très simple, parce que... Alors, ce système de guerre a provoqué un tremblement de terre total, et là, aujourd'hui, il n'y a plus un acteur qu'on puisse dire fiable sur le terrain. Pendant la réunion sur les Grands Lacs qui s'est passée à Paris il y a quelques mois, organisée par le président Macron, qui est présidée par le ministre Barrot, j'ai eu l'occasion de m'entretenir en aparté pendant une demi-heure, plus ou moins, avec le président Tshisekedi, que nous connaissons depuis. Et moi, je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais pourquoi, Monsieur le Président, il y a deux processus de paix? Il y a celui qui est en train de se dérouler aux États-Unis et celui qui est en train de se dérouler avec l'aide du Qatar. Et lui m'a répondu, bon, vous savez, les États-Unis, c'est plutôt la situation régionale, et nous avons besoin des États-Unis pour parler avec le Rwanda, mais le Qatar, c'est notre porte vers le M23. Alors, la question c'est, le M23 est le Rwanda? Oui et non, parce qu'ils ont aussi leur agenda, petit agenda. Le Rwanda veut continuer à utiliser son occupation pour dire qu'il produit des terres rares qu'il ne possède pas. Oui, bien sûr, c'est un intérêt. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Bien sûr, faisons kiff-kiff, faisons moitié-moitié. C'est pas ça le problème. Ça va marcher. Moi, je pense que ça peut amoindrir le niveau de violence, mais ce n'est pas la solution. Voilà. Qu'est-ce que nous essayons toujours de parler avec les différents, disons, acteurs.
Nous avons des relations aussi avec le président Kagame, bien sûr, avec les autorités du Rwanda. Si vous me demandez est-ce que nous avons la solution, non, pas du tout, mais nous jouons la patience. C'est-à-dire, nous sommes là, nous parlons avec les uns, nous parlons avec les autres, nous sommes là pendant qu'on discute, au moment où on discute la question de l'Est de la RDC. Nous en avons dit un mot aux Américains. Ça va donner quelques résultats. On ne sait pas, on n'est pas rassuré, on n'est pas pour le moment, mais on n'est pas même pas idéologique. Hein. Si l'intervention américaine, basée sur les intérêts, sur le partage des intérêts, peut marcher un peu, vivement que ça marche. Est-ce que c'est la solution finale? Pas du tout. Donc il faudra un plus de politique. Sur le début de votre question, l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale, on peut l'oublier. On est dans une situation totalement différente. Déjà, le 6 août 1945, avec le début de l'ère atomique, nous doit faire comprendre que les choses ont changé. On ne peut pas, disons, punir une puissance nucléaire. C'est ce que je pense. Même si on aurait l'envie, même si ce serait juste. Alors, est-ce qu'il y a une paix juste pour l'Ukraine? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une paix non indigne, une paix digne. Juste, il n'y a aucune paix qui est juste, à la fin. À la fin, vraiment. Demander aux Polonais si la fin de la Deuxième Guerre mondiale était juste pour eux, pas du tout. On a changé les frontières de leur pays. Chacun a quelque chose à se reprocher et à reprocher aux autres. C'est toujours la loi du plus fort, au départ, qui prime. Au départ, Yalta, disons. Quand, avec les allumettes, Staline, parce qu'ils ont utilisé des allumettes, Staline et Churchill ont divisé la Pologne, etc. Mais il faut une paix au moins digne. Au moins digne. Et les alliances déstabilisées, il n'y a plus d'alliance. Vous avez raison, il n'y a plus d'alliance. Chacun trouve la manière de chercher quelque chose de plus à bref terme, sans raisonner sur le long terme. Une autre chose que me disait Bill Gates, c'est, écoute, Trump, c'est quelqu'un qui pense à très bref terme. Il ne pense pas aux conséquences, même contre lui, sur le moyen, je ne dis pas le long, le moyen terme. C'est quelque chose que nous savons existe dans toute la politique aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'alliances stables. Nous ne devons pas faire confiance en les alliances stables. La seule, probablement, organisation multilatérale qui marche est encore l'Union européenne, la seule au monde, et la seule alliance qui encore tient pour le moment. Donc, effectivement, vous avez raison. L'héritage, où est l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale et où sont les alliances aujourd'hui déstabilisées, c'est une grande question et nous sommes dans un monde chaotique. Merci. Et